tous. Bon, la forme ou quoi? Ah là 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 là. Bah oui, le multiverse. Ceux qui regardent la Minute Spatiale vont reconnaître énormément de choses. Voilà. Mais c'est normal. El Famoso, 3 ans de ponctualité. La ponctualité, c'est ta vie. C'est important, la ponctualité. IRL, online, soyez toujours ponctuel avec 5 minutes d'avance. Vous aurez jamais de problème et ça coûte rien. Merci El Famoso, 36 mois. 3 ans. 3 ans. C'est beau, 3 ans de fidélité. Inquiète-toi pour ta santé mentale quand même. Hein. 3 ans, ça fait beaucoup. Hein. Attention, hein, mon contenu est infectieux. Hein. Tu pourrais commencer à recevoir des noms d'oiseaux IRL. Hein. Voilà. Hein. Donc ouais, c'est... Dans la minute spatiale, je parle généralement plus des fusées. Fusées, on regarde les tirs. Je parle moins des charges utiles, je parle moins de l'écosystème. Bah là, on va faire l'inverse. On va parler un petit peu de tout ce qui se passe en ce moment en espace, en orbite basse. Je pense que c'est un sujet qui a atterri dans les médias que très très récemment. Alors moi, je suis ça depuis des années, et c'est vrai que je suis totalement biaisé parce que je suis ça depuis des années, et forcément, quand vous êtes tout le temps dans un milieu, vous vous rendez pas compte que peut-être les gens en dehors de ce milieu n'y connaissent absolument rien, ne savent même pas que ça existe, et voilà. Voilà. Riser, 13 mois, merci du contenu, merci à toi de prendre le temps de le regarder et de supporter l'effort de guerre, mec. C'est moi qui te remercie. Tu régales. Donc ouais. Et c'est vrai que ça fait un petit bout de temps. Alors j'avais déjà fait une minute géopolitique sur Starlink et l'importance de Starlink, mais c'était il y a peut-être plus d'1 an. Et c'est vrai que beaucoup de choses se sont passées en 1 an. Genre beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on va pouvoir mettre un petit coup de peinture sur toutes les nouveautés, toutes les nouvelles infos, tout ce qu'on sait et toute l'évolution géopolitique autour de ça. Donc ouais, c'est... J'ai vu ce qui m'a poussé à faire ça, c'est l'absurde traitement de ce que je vois dans les médias. Dans les médias traditionnels, par exemple, j'ai vu Arte, hein, Arte là. Ces espèces de proto-communistes franco-germains là. Et... Ah ça... Ils avaient fait les conquistadors de l'espace, et ils avaient fait une émission totalement à charge, contre Starlink, contre SpaceX, contre Musk. Par contre, ils avaient mis sur un piédestal les Européens. Et ils s'étaient pas donné la peine une seule fois d'aller interviewer quelqu'un de chez Starlink, quelqu'un de chez SpaceX, pour avoir des informations. Vous voyez, c'est facile hein, de casser du sucre et d'avoir qu'une seule version de l'histoire. Moi, on va faire l'inverse. Aujourd'hui, on va traiter tout le monde. Et on va aller voir les bons, les mauvais côtés. Et on va aller voir... on va rester factuel. Si ce que je vous dis ne vous plaît pas, bah écoutez, tant pis, mais tout est factuel. Voilà. C'est pas de la science-fiction non plus. Tout ce que je vais vous dire ce soir existe, fonctionne même très très bien, parfois même trop bien. Et c'est peut-être un univers que les gens ne connaissent pas, découvrent ou ont entendu dans la presse. Impossible aujourd'hui en France que vous ne connaissiez pas Starlink, que vous n'ayez pas entendu le mot Starlink. Peut-être même qu'il y a des gens proches de vous qui utilisent maintenant Starlink, sans aucun doute. En France en tout cas, je sais qu'il y a de l'usage de Starlink, et surtout il y a un marché pour ça. Hop là. Donc ouais, on va parler de tout l'écosystème, pas que de Starlink. Là où Starlink était seul il y a 1 an, 2 ans, aujourd'hui Starlink, la concurrence a commencé à se mettre en marche. Et c'est vrai que il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a du lourd, et il y a beaucoup de choses à dire, et à détricoter de toutes les horreurs. Il y a l'humanité aussi. Vous savez, l'humanité, l'affreux journal, là. L'humanité qui parlait d'astro-capitalisme. Pareil, ça casse uniquement du sucre sur le dos des milliardaires. Par contre, ça casse pas trop de sucre sur le dos de la Chine, qui fait la même chose. Ça casse pas trop de sucre sur le dos des Européens, qui veulent faire la même chose. L'hypocrisie est terrifiante. Et c'est fatigant. C'est extrêmement fatigant, l'hypocrisie, quand vous la voyez tous les jours. Et que ce soit autant déversé dans des médias, quand même, qui ont de la visibilité, me rend... Dites-vous que l'armée française utilise déjà Starlink. Ça doit faire grincer des dents. Ça doit faire grincer des dents d'utiliser Starlink, parce qu'au niveau militaire, ça fait chier de passer par Starlink. Mais c'est une... Ça fonctionne tellement bien. Donc ouais, on va parler de... Donc de quoi on va parler ce soir? On va parler de l'orbite basse. De pourquoi on a des États,
on a des compagnies privées. Yann, 44 mois, merci mec. Tu régales aussi. 44 mois. Donc pourquoi est-ce qu'on a des milliardaires comme Elon Musk avec SpaceX et Starlink? Starlink est une compagnie sœur de SpaceX, même si sûrement que l'année prochaine, en termes de revenus, c'est SpaceX qui va devenir une compagnie sœur de Starlink. Et comment est-ce qu'on a on a aussi Jeff Bezos avec Amazon et Kuiper. On a les Européens avec Iris 2, et on a déjà Eutelsat OneWeb qui est opérationnel, on l'oublie, mais les Européens ont aussi... Les Européens, Cocorico français, mais ça appartient aussi un peu aux Anglais, Eutelsat, surtout OneWeb. Et on a aussi la Chine, qui a mis les pieds à l'étrier depuis 6 mois et a commencé le déploiement de ses propres constellations. Donc on va parler de qu'est-ce que sont ces constellations, à quoi elles servent, pourquoi est-ce que tout le monde s'engouffre là-dedans, quel est l'intérêt d'avoir ça, et que vous aimiez ça ou pas, que vous trouviez que c'est absurde ou pas, vous allez y être confronté. Donc autant que vous soyez au courant, à quelle sauce vous allez être mangé dans les prochaines années. Parce que on n'est qu'au début de l'émergence. Et je ne parle que de l'Internet. Je vous parle même pas de la data analysis, l'analyse de data et tout ça qui va avec certains satellites et tout ça. Donc là, nous, on va surtout s'attarder sur l'Internet. Parce que l'Internet par satellite, contrairement à ce qu'on pense, est plutôt vieux comme le monde. Hein. L'Internet par satellite, ça existe depuis 60 piges, quoi. Sauf que on avait des satellites gigantesques qu'on allait mettre en orbite géostationnaire, donc c'est à 36 000 km, puis votre connexion Internet, elle passait par le satellite en géostationnaire. Alors c'était pratique parce qu'il suffisait juste d'un satellite, et puis, voilà. Sauf que, imaginez le ping. Vous voulez faire une partie de Fortnite avec un ping de 400. Vous pouvez oublier. Donc le problème, c'est que la connexion, la connectivité était... absolument nul à chier en géostationnaire, d'accord? Ce qui fait sens, parce que le satellite est horriblement loin. Mais c'est comme ça qu'on a fait, qu'on a fait pendant des décennies. Donc l'internet par satellite est vieux comme le monde. Hein. Vous étiez pas né qu'on savait déjà faire de l'internet par satellite? Regardez, j'ai demandé à Grok, ça a été mon assistant pour trouver des articles et tout. Incroyable, hein, utiliser une IA comme assistant, c'est génial. Hein. Donc là, vous avez tous les gros opérateurs aux 4 coins du monde. Et donc ça, souvent on parle de Starlink, mais on oublie que Starlink mange les parts de gâteau de ces vieilles compagnies qui ont malheureusement une technologie qui est obsolète. Et qui en plus ne sont même pas compétitifs au niveau des prix. Donc là, je reconnais moi plein de noms que je connais. Viasat, Intelsat, SES, Eutelsat, EcoStar qui s'est renommé récemment mais qui s'appelait Huxnet. Ces compagnies perdent énormément d'argent à cause, entre autres, partout où Starlink émerge, Starlink est plus intéressant en termes de performance. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Donc tous ces opérateurs, ces gros opérateurs de satellites géostationnaires, donc vous pouviez acheter très cher un forfait pour avoir une connexion de merde au milieu de la pampa. Donc c'est pas nouveau, d'accord? L'internet par satellite existe depuis très longtemps, mais qu'est-ce que c'était nul à chier? Voilà, je résume en une phrase. C'est de la merde. Et ça coûte cher. Et c'est vrai que quand vous n'aviez pas le choix, vous preniez ça. Donc les fermiers paumés en Australie et tout, passaient par le gouvernement australien, Sky Muster et toutes ces merdes, pour avoir Internet. Parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et... hop là. Donc rappelez-vous, ça c'est le géostationnaire. Et depuis les années 2000 et l'émergence de SpaceX, on a commencé à s'intéresser à une nouvelle orbite qui est LEO. On va beaucoup en parler de LEO. LEO, c'est pour Low Earth Orbit, orbite basse terrestre. Ce qu'on appelle l'orbite basse, ça serait entre 200 et 1000 km, d'accord? Les satellites Starlink, ils doivent être sur du 400 km à peu près, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ils sont pas très hauts. Donc imaginez la différence de ping. Donc l'avantage du géostationnaire, c'est que vous êtes à 35 000 km, mais ça vous permet d'avoir toute une face de la Terre. Et allez, vous voyez, hop. A contrario, un petit satellite en orbite basse, il va se déplacer très rapidement, à 30 000 km/h. Ce qui fait que si vous avez une parabole, votre satellite va rester que 1 minute au-dessus de la parabole. A contrario, avec un satellite géostationnaire, ça va rester super longtemps. Vous voyez le truc? Donc le problème de mettre des satellites de communication en orbite basse, c'est qu'il va vous en falloir beaucoup.
des centaines, voire des milliers, si vous voulez avoir une connexion en permanence. Et le problème, c'est que c'est un challenge technologique que personne n'a été capable de résoudre jusqu'à l'émergence de SpaceX et de Starlink. C'est comment est-ce qu'on déploie en orbite des milliers de satellites? Parce que ça coûte cher, on n'a pas assez de fusées. Vous imaginez les centaines de fusées qu'il faut pour être capable de tirer ça. Donc la raison était logistique, surtout technologique aussi, mais surtout logistique. Et il s'avère que, sorti de nulle part, SpaceX a lancé Starlink pour des raisons financières. Starlink a vocation à être une poule aux œufs d'or, et ils ont trouvé un incroyable marché, on va en reparler. Une poule aux œufs d'or pour financer d'autres programmes et d'autres aspirations qu'ont SpaceX. Donc ils ont besoin d'argent, et il s'avère qu'à l'époque, très tôt, c'était il y a quasiment plus de 10 ans, ils se sont dit, et si on amenait de l'internet à tout le monde? En utilisant nos propres fusées, qu'on récupère et tout ça. Et voilà comment Starlink a émergé. Le but de Starlink est de générer de l'argent, rien d'autre. Et aujourd'hui, on se retrouve avec, forcément, Starlink est en tête du merdier, avec près de 7000 satellites en orbite. 7000, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais on a aussi d'autres constellations. On a Eutelsat OneWeb. OneWeb le parcours de OneWeb a été chaotique. Pour ne pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui OneWeb, ils sont opérationnels, ils ont 640 satellites, même si c'est pas le même genre de clientèle. Vous et moi, on peut aller voir Starlink, on ne peut pas aller voir OneWeb, d'accord? OneWeb n'est pas sur la même, ce ne sont pas des concurrents de Starlink à proprement parler. Et vous avez Kuiper, la constellation d'Amazon qui a commencé à être déployée il y a un mois, et vous avez aussi les Chinois qui se sont lancés dans le déploiement de 2 gigantesques constellations dans les 6 derniers mois. Donc c'est un truc de malade ce qu'on vit en ce moment. C'est une technologie totalement folle qui fonctionne particulièrement bien. Et écoutez, on va aller voir un petit peu ce que ça donne de concret sur le terrain. Ça, c'était il y a 23 heures. C'était il y a 23 heures. C'était à Cap Canaveral. Une fusée Falcon 9. Vous savez que ça, dans la minute spatiale, je le montre même plus. Dans la minute spatiale, on couvre généralement tous les tirs. Je ne couvre même plus ce genre de tir de fusée. Il y a des raisons à cela. Vous allez comprendre. Hop, attendez, je vais mettre le son dans le casque. Donc c'était une Falcon 9 de SpaceX à Cap Canaveral. Et ils vont tirer 28 satellites. Hop là, hop là, hop là. Donc c'était hier. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'était hier. C'était hier. 28 satellites Starlink. Donc c'est SpaceX qui tire pour sa compagnie sœur Starlink. 28 satellites. Et voilà. C'est devenu tellement banal ce genre de choses que même moi je ne le montre même plus, je le dis pendant la minute spatiale. Voilà. Mais là, on va le regarder pour que les gens comprennent. Donc ouais, le but est de déployer 28 satellites supplémentaires. Vous me direz, 28, c'est pas beaucoup. Mais rappelez-vous que le défi logistique d'avoir ces constellations à basse altitude, donc à basse altitude en orbite basse, c'est qu'il faut tirer énormément. Il faut tirer énormément. Et sorti de nulle part, SpaceX a été capable de résoudre ce problème logistique de pouvoir tirer énormément. Donc ça, c'était hier, tout simplement. Le booster que vous avez là, puisqu'on connaît tous les boosters SpaceX, c'est B1090. C'est le nom du booster, c'est comme ça qu'il s'appelle, B1090. Et c'est, il me semble, sa 4e mission. La machine que vous avez là a déjà volé 4 fois. 3 fois, c'est sa 4e, ou alors 4e, 5e, je me rappelle plus. Mais il a déjà volé plusieurs fois. Vous voyez? Donc c'est quelque chose d'assez fou. Et c'est devenu banal. Ce que vous avez là est d'une banalité terrifiante. Dessous, là, vous voyez, c'est l'océan Atlantique, c'est la Floride. Cap Canaveral, c'est le port spatial, le gros port spatial US. De pouvoir télétravailler dans les îles perdues. Ah bah, tu vas où tu veux, mec, ça marche bien. Donc ouais, un jour normal sur la Space Coast. Un décollage de Falcon 9 pour Starlink. Font quel poids les bébés? Tu parles de quoi? Satellite? Booster?
Les satellites. Oh, les satellites, ils doivent faire peut-être 200 kilos, quelque chose comme ça. Les micro-lanceurs de Rocket Lab permettent-ils d'aller chercher cette orbite? Absolument. Sans aucun problème. Ils peuvent même aller plus loin. L'orbite basse, tout le monde y a accès. C'est l'orbite la plus facile à aller. Enfin, la plus facile. C'est incroyablement difficile. Séparation d'étages. Le booster va revenir se poser sur Terre. Rappelez-vous, c'est B1090. Il va revoler. D'ailleurs, vous noterez que Twitter a passé ses streams en 4K. C'est quelque chose de nouveau depuis une semaine. On a Twitter qui a passé un gros cap technologique là, ça fait plaisir. Et à droite, les satellites Starlink partent en orbite. À gauche, B1090 va retourner se poser aux Bahamas. Regardez les satellites Starlink, ils sont là, 28 satellites. Hop là, séparation des coiffes. Les coiffes, elles retournent se poser en mer, elles ont des parachutes. SpaceX récupère toutes ces coiffes. On estime qu'ils ont économisé plus d'1 milliard de dollars de coiffes en quelques années, avec leur programme de récupération de coiffes. Chaque coiffe coûte... l'ensemble des coiffes, là, c'est 10 millions de dollars, les mecs. Hein. Donc quand vous commencez à réutiliser toutes vos coiffes, donc il y a des coiffes qui ont 20-30 vols facile. Et donc ouais, c'est... Là, le booster va retourner se poser sur une barge. Dans le golfe du Mexique, au large des Bahamas. Donc ce sera sa 4e récupération. Au prochain cycle de civilisation, je l'espère, mais beaucoup de choses pourraient ne pas aller dans ce sens. Je l'espère, mais beaucoup de choses ne pourraient ne pas aller dans ce sens. Il peut y avoir aussi des échecs majeurs. Allez savoir. Impossible à prévoir. Donc à gauche, vous avez la télémétrie. Le booster est à 114 km. Il va commencer à descendre. Et à droite, là, regardez, vous avez ça. C'est le 2e étage avec les satellites qui va monter à donc là, 10 000 km/h. Il va aller à une vitesse orbitale, sûrement de 30 000 km/h. Il va monter à 400 km et il va lâcher les satellites. Voilà. Et à gauche, vous voyez que le booster commence à redescendre. 113 km, il est à 7000 km/h. Donc ouais, B1090, ça doit être... Je pense que c'est sa 4e mission. 4e mission, B1090. Donc il faut le récupérer. Parce que SpaceX récupère tous ses boosters. C'est magnifique, hein. On n'est pas habitué à avoir des aussi belles vues sur Twitter. Généralement, Twitter, la qualité est un peu plus merdique. On a hâte parce qu'il y a un vol de Starship peut-être la semaine prochaine. Et on va avoir de la 4K là sur Starship sur Twitter. On va se régaler. 100 km. Regardez le booster, comment il commence à descendre. 99, 98, à 7000 km/h. Ça descend très très vite. Tout ce que vous avez là est totalement une routine, d'accord? Même nous, on ne le regarde plus. Tellement c'est devenu normal. On est en mai, SpaceX a déjà tiré 57 fois. 57 Falcon 9. Toutes récupérées. C'est devenu comme un avion qui décolle. C'est pour ça que même moi, dans la minute spatiale, à moins qu'il y ait des décollages très particuliers de Falcon 9, ou des atterrissages ou des records battus, je ne les regarde plus. Ou alors, quand c'est de jour et qu'il fait très joli comme ce vol-là, pourquoi pas. Mais sinon, il n'y a plus d'intérêt à regarder des Falcon 9 décoller. 66 km, 65, 64, ça descend très très vite. Les deuxièmes étages n'explosent pas. Parfois ils ont des problèmes, mais c'est rare qu'ils explosent, hein, les deuxièmes étages. Hein. Très très rare. Hein. 42 km d'altitude, ça descend très vite. Ils utilisent la densité de l'air pour ralentir, entre autres, directement le booster. 30 km, ça va passer les nuages. Donc c'est une technologie folle, hein. Personne ne sait faire ça à part SpaceX, hein. Beaucoup. Les Chinois, je pense, en 2025, vont réussir à récupérer leur premier booster. En Europe, on est à 10 ans, 10-15 ans d'être capable de faire ça. Et il n'y a que les Chinois qui sont encore dans la course. Personne ne sait faire ça à une telle échelle.
9 km. Ils peuvent mettre combien de Starlink dans le prochain Starship? Beaucoup. Donc écoutez pas les gens qui vous disent la planète Mars et tout. Starship est là pour déployer du Starlink, ok? La première mission de Starship, lorsqu'il sera opérationnel, il n'est pas encore, c'est de balancer du satellite Starlink. De la nouvelle génération qui vont être plus gros. 3 km. 2 km. Et regardez-le, il descend tranquillement. 700 km par heure. Il rallume. Et dessous, il y a un bateau-barge. Qu'est-ce que c'est? Eh, mais c'est les mineurs. Crotocu! Regardez ça, Crotocu qui veut vous faire louper l'atterrissage. Merci, mec. Tu régales, merci pour ton prime. Et regardez, le bateau drone, booster, elle fait 50 mètres de haut, la fusée. Hein. Et voilà. B10 90 qui rentre tranquillement. 4e vol. Dans 3 jours, il sera dans le rentré à Cap Canaveral. On va pas regarder la suite. C'est pas intéressant. Mais ouais, dans 3-4 jours, il sera rentré. Et peut-être que dans 1 mois, il sera de retour au pad. Pourquoi est-ce que cela est aussi chiant à notre niveau? Vous avez vu que c'est quand même incroyable de récupérer un booster comme ça. C'est aussi chiant parce que quand vous suivez vraiment le merdier, ça c'était hier. Vous voyez ce tir? Ah bah c'était son 4e vol, regardez. 14 mai 2025 à 16h38, B10 90, 4e vol de Cap Canaveral. Regardez entre le 10 mai et le 14 mai. SpaceX en 4 jours a tiré 5 fois. Ils ont tiré B10 81, dont c'était le 14e vol. Ils ont tiré B10 83, dont c'était le 11e vol. B10 88, 6e vol. Un record. Ça, je vais le montrer samedi. 13 mai 2025. B10 67, le vétéran de la flotte. Je connais très très bien ce booster. 28 vols. 28 vols. Et enfin, le vol que vous venez voir, B10 90, 4e vol. Ils ont tiré 5 fois en 4 jours. Et ils ont récupéré tous les boosters. Donc voilà pourquoi Starlink est capable de monter autant en puissance. Parce qu'ils balancent, là, en l'espace de 4 jours, ils ont déployé plus de 130 satellites. Très impressionnant. Aucun échec. Réussite, 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 réussite. Tous les boosters ont été récupérés. Ils ont explosé leur propre record de réutilisation avec B10 67 qui a atteint les 28 vols. Le même booster a volé 28 fois. Ça dépasse l'entendement. Pourquoi la faire atterrir sur une barge plutôt que sur Terre? Bonne question. Le but, si tu fais revenir le booster sur la Terre, il va devoir consommer plus d'énergie, d'accord? Il part dessus l'Atlantique Nord. Séparation d'étages. Donc il faut que ton booster revienne en Floride. C'est plus simple de le mettre sur une barge, comme ça il va consommer moins d'énergie. Plutôt que de revenir en Floride, il se pose plus en mer. Et une question d'orbite. Pas tant une question d'orbite, une question d'économie d'énergie liée à une orbite. T'optimises ta charge utile qui va en orbite en mettant moins d'essence pour revenir. C'est simplement de l'optimisation. Voilà. Ils peuvent en faire jusqu'à combien de vols? On n'en sait rien. Ils espèrent, ils vont les casser. Ils vont voir jusqu'à combien on peut aller. En interne, ça parle déjà d'aller jusqu'à 50, sans aucun problème. On verra bien. B10 67 à 28 vols sera sûrement à 30 vols d'ici quelques mois. Voilà. Donc voilà. Vous comprenez un petit peu cette logistique dont je vous parle, de déployer en orbite basse, est liée au fait que si vous êtes capable de beaucoup tirer, vous allez être capable de beaucoup déployer. 5 tirs en 4 jours. On n'a jamais eu ça de l'histoire de l'aérospatiale. Jamais avec une telle cadence. Et en plus, ils récupèrent tous les boosters. En comparaison, les Européens, avec Ariane 6 et la Vega, ont tiré 2 fois en 5 mois. Écoutez pas les gens qui vous disent que l'Europe, dans le spatial, est devant. C'est faux. On a 20 ou 30 ans de retard par rapport à SpaceX. Juste à SpaceX, je ne vous parle même pas de la Chine. De combien est le record de réutilisation d'un seul booster? T'as pas écouté? Je viens de te dire 28 fois. B10, 67, vétéran de la flotte, 28 réutilisations. Le vétéran, il est là. Il est là, voilà. C'était sa 28e mission. Donc c'est... Ah, de réutilisation en un seul booster, ils ont fait du 16 jours, je crois. 2 semaines. Ils ont battu le record il y a 1 mois de ça. Et je crois qu'ils étaient sur 2 semaines. C'est vraiment pertinent comme système de récupération. Oui, aujourd'hui, tirer une Falcon 9 ne coûte plus rien. Dites-vous que B10 67 qui a volé 28 fois, il coûte plus rien. À part l'ergol que vous mettez dedans et les prix
le prix de la maintenance pour le remettre en état, parce que forcément, ils démontent les moteurs, ils remontent des moteurs et tout ça, la fusée coûte plus rien. On estime qu'une Falcon 9, aujourd'hui, ça vaut 10 millions de dollars. Une Falcon 9 qui a volé 10 fois ne vaut quasiment plus rien. Et dites-vous qu'ils vendent les tirs à 60-70 millions de dollars. Donc ils se font des marges absolument énormes. Et donc SpaceX a fait un pari gagnant avec ça. Donc en tout cas, c'est pas que le sujet. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quel est l'intérêt d'avoir ces milliers de satellites en orbite? On a des milliers de satellites. SpaceX aujourd'hui, je crois, Starlink, c'est 7100. Je suis même pas sûr que ça compte les satellites des 4 derniers jours. Vous voyez qu'ils les mettent à coups de centaines en orbite. Donc on est à 7100 satellites en orbite. Alors la question se pose, pourquoi avoir autant de satellites alors qu'on a déjà des satellites géostationnaires et tout, blabla. La réponse, elle est simple. C'est que souvent, les Occidentaux en particulier, le fait qu'on est tellement habitué à Internet qu'on se rend pas compte qu'il y a énormément de gens sur Terre qui n'ont pas accès sur Internet. La Chine, par exemple, on a 336 millions de Chinois qui n'ont pas Internet. L'Inde, c'est plus de la moitié de la population indienne qui n'a pas Internet. Et l'Afrique, j'en parle même pas. On a des centaines de millions d'Africains qui n'ont pas Internet. Et c'est vrai que c'est assez terrifiant de voir que l'Indonésie, 93 millions d'Indonésiens qui n'ont pas Internet. Donc ça peut être lié à plusieurs choses. Parfois, ça peut être lié à la pauvreté. Vous n'avez pas les moyens. Mais c'est aussi plus souvent lié au manque de structure et au manque d'infrastructure. On n'a pas accès à la fibre. On n'a pas accès à du réseau. Ben, bien vu. Je vois F-Tugar. En France, on a du réseau à peu près partout. Absolument pas. À peu près, certes. Mais vous avez en France, regarde, je l'ai vu venir. Vous avez en France beaucoup de zones blanches de gens qui ne sont pas reliés à Internet. Ni à Internet, ni à du réseau. Vous n'imaginez pas comme en France, vous avez un réseau Internet qui est déficient en termes de qualité et surtout de haut débit. Et sans compter les régions où il n'y a absolument rien, les coins où il n'y a rien. Et c'est une faute de l'État, un manquement de l'État. Et là, récemment, j'ai vu passer un article d'un maire qui était furieux et le maire a commencé à acheter du Starlink, ou en tout cas à faire passer du Starlink pour les gens. Parce que Starlink est une parfaite réponse à ça. Alors, je vais tout de suite le dire. En montagne, absolument, en montagne. Je vais tout de suite le dire, parce que j'ai déjà vu des gens... Mais Starlink, est-ce que ça fonctionne bien? La technologie est révolutionnaire, les mecs. Par tous les temps. N'importe où vous avez une couverture, vous aurez de l'Internet haut débit. Ce ne sera pas aussi bon qu'une fibre, d'accord? Ce ne sera pas aussi bon qu'une fibre, mais vous allez avoir des connexions absolument folles au milieu de nulle part. Et ça se branche extrêmement rapidement. C'est laser. Et dites-vous qu'aujourd'hui, vous avez 7000 satellites en orbite. Vous avez un satellite qui passe, connexion laser. Il y a un autre satellite qui passe, qui récupère la connexion avec l'ancien et tout transite. C'est une technologie merveilleuse, merveilleusement fonctionnelle. Et c'est vrai que Starlink nous renvoie aussi tous les gens qui bossent dans les télécoms et tout à leurs propres échecs. De comment est-ce qu'on a autant de gens qui prennent Starlink? C'est parce que les grands opérateurs ne veulent pas, à juste raison d'ailleurs, on ne peut pas leur en vouloir, pour des raisons financières, ne veulent pas amener de la fibre au milieu de la Creuse parce que ça coûte trop cher. Et c'est vrai que Starlink s'engouffre dans ces gigantesques brèches, que ce soit en Europe, mais aussi dans les pays qu'on appelle du tiers-monde. Allez voir au Kenya, au Zimbabwe et tout, comment ils s'arrachent les Starlink. L'Australie, c'est je crois 5% des foyers australiens qui ont pris Starlink désormais. C'est le rêve de tout commercial. Peut-être que certains n'ont pas fait de business ou n'ont jamais fait d'études de commerce. Vous avez un produit, d'accord? Vous avez un produit. Votre produit est incroyablement fonctionnel. Vous avez un superbe produit. C'est bien. C'est bien d'avoir un super produit. 2. Vous avez un énorme marché pour votre produit. Vous avez un énorme marché. On parle de milliards de personnes. Il y a des milliards de personnes qui sont des clients potentiels pour Starlink. Et 3. Le plus important, les mecs, vous êtes en situation de monopole. Vous êtes en situation de monopole et vous avez le rêve humide de tout commercial. Et SpaceX en ce moment est en train, avec Starlink, est en train d'exploser
grâce à ça. Ils ont un produit parfait. Oui, Starlink, et je peux vous le dire, est quasiment parfait. Pas parfait, mais quasiment. Pas de concurrence, énorme marché. Et forcément, eh ben, il y a une demande. Il y a une demande. Écoute, tu vas voir sur Starlink France et tu vas voir les prix. Les prix sont acceptables, surtout pour des gens qui ont accès à rien du tout. Ou alors à un ADSL pourri. Ça fait des années que je dis à mes parents de prendre Starlink parce qu'ils ont un ADSL absolument dégueulasse. Au fin fond de la Bretagne. Vous voyez, la Bretagne quoi. Ils sont à 20 km d'une sous-préfecture. Ils n'ont pas d'internet au débit. C'est une purge. Voilà. Donc ouais, en plus de ça, comprenez qu'aujourd'hui, 99% de l'internet passe par câble, ok? Et on a vu récemment, entre autres avec la guerre en Ukraine, ou en tout cas, on a vu qu'il était même au large de l'Afrique et tout, on peut couper les câbles aisément. Donc il y a aussi une volonté pour des gens d'avoir de la redondance, chez des compagnies, chez des gens qui travaillent avec l'internet, d'avoir peut-être tout le temps du backup. Parce que les câbles sont vulnérables. Les câbles, ils peuvent sauter. Starlink, il sautera pas. Récemment, vous avez vu qu'il y a eu un blackout. Il y a eu un blackout en Espagne et au Portugal, je crois. Eh ben, figurez-vous que pendant le blackout, si vous aviez de l'électricité, ben, vous aviez votre Starlink qui continuait à tourner tranquillement. Il fallait juste avoir de l'électricité. Donc même sans... Starlink fonctionne superbement bien. Et c'est vrai qu'il y a une énorme demande parce que nos réseaux ne sont pas parfaits. Nos réseaux filaires, notre connectivité globale. Et c'est vrai que il y a un marché pour ça. Un marché absolument gigantesque. Même dans des pays développés comme la Chine, vous avez des centaines de millions de personnes qui pourraient être des clients potentiels. Ce qui est quand même... Voilà quoi. Et ça se ressent. Donc ça, c'est tous les pays qui vont accepter Starlink. L'Inde est sur le point d'accepter Starlink. C'est compliqué parce qu'il y a pas mal de gros géants des télécoms indiens qui ont fait pression pour que Starlink ne soit pas accepté. Au final, Starlink est rentré dans le catalogue de ses concurrents. Donc Starlink est allé voir les Indiens ont dit on veut pas de vous. Et Starlink a dit écoutez, vous nous mettez dans vos catalogues, vous nous vendez dans vos catalogues et vous récupérez une royalties. Et au final, Starlink dans les prochains mois va commencer à être distribué en Inde. Rappelez-vous, l'Inde, un marché gigantesque pour Starlink. Et ils vont être distribués par ses concurrents potentiels. Mais les concurrents, forcément, prendront leur petite part. C'est très commun de voir Starlink rentrer dans les catalogues des gens qui sont déjà implémentés sur place. Donc de passer par des mecs qui sont là depuis toujours, vous voyez. C'est bien beau d'avoir une belle technologie, mais si vous n'êtes pas capable de la vendre parce que les locaux vous mettent des bâtons dans les roues, c'est pas forcément bon. Voilà. C'est pour quand le forfait mobile Starlink? En France, je sais pas, mais tu as déjà le forfait mobile pour envoyer des SMS d'une zone blanche dans 10 pays au monde. Donc, les prévisions, elles sont folles. Ils ont en Q4 2024, ils étaient sur le point de passer les 5 millions. Ils ont déjà dépassé les 5 millions il y a 1 ou 2 mois. Et là, on va aller... Les estimations seraient à près de 8 millions pour Q4 2025. On s'arrache Starlink, d'accord? Comprenez qu'ils sont tout le temps en rupture de stock. Voilà. C'est une offre fixe ou itinérante. Ça dépend où tu es dans le monde. Le prix des Starlink en Afrique va pas être les mêmes qu'en Europe. Ils essaient de se mettre au niveau des offres locales. Par exemple, Starlink en Afrique est moins cher que ses concurrents. Que ses concurrents au Kenya et tout ça. Donc Starlink fait une politique de faire tomber les prix pour être attrayant. Voilà, tout simplement. On a l'idée de la durée d'autonomie de ce mini-satellite. Je dirais 3-4 ans. 3-4 ans, 2-3 ans. Et ils les font rentrer dans l'atmosphère et ils en tirent des nouveaux. Tu sais, au final... Quand tu peux beaucoup tirer... Bah tu t'en fous que le satellite soit vieux, même obsolète. Dis-toi que la technologie évolue. Hein. Les premiers satellites Starlink V1 sont aujourd'hui obsolètes par rapport aux nouveaux. Donc ouais, bah on les laisse pas là-haut. On veut pas trop de déchets là-haut, c'est déjà le bordel. Donc on les balance. Et puis on les fait retomber dans la flotte ou des trucs comme ça, voilà. Je peux utiliser à travers le monde. Ouais, tu peux carrément utiliser où tu veux ton Starlink, tu l'embarques avec toi. Moi j'ai un pote qui a un Starlink mobile. Parce que là, il y a plein d'offres Starlink différentes. Il y a le Starlink avion, le Starlink voiture, le Starlink maritime. Vous avez le Starlink, le mini Starlink que vous prenez dans un sac de randonnée
et que vous déployez, bah moi j'ai un pote, il a ça. Il fait beaucoup de rando, il randonne aux 4 coins du monde, mon pote Mathieu. Et là, il va au Japon, il va randonner sur le mont Fuji, et il déploie son Starlink Mini. Bam, il a Starlink. Et partout où Starlink est disponible, bah vous allez pouvoir faire fonctionner votre Starlink. Voilà. Ça passe partout, mec. En Antarctique, j'ai vu des mecs en Antarctique faire du Starlink. Regardez ça. Starlink maritime. Donc vous avez différents types de Starlink. Pour vous montrer à quel point la technologie et l'offre et le marché est énorme. Et pourquoi tout le monde s'engouffre là-dedans. Starlink sont les premiers, d'autres arrivent derrière. Aujourd'hui, on a des dizaines de milliers de bateaux équipés de Starlink. On a 300 bateaux de croisière, environ 30% du pool mondial de bateaux de croisière équipés de Starlink. Rappelez-vous, ils sont en situation de monopole. Situation de monopole, ils ont un superbe produit, fonctionnel, et bah, partout où vous allez, vous avez de l'internet haut débit. Imaginez pour les clients, pour le luxe et tout ça. Voilà. Vous avez par exemple là, ça à Maersk, je crois que c'est un des plus gros opérateurs de porte-containers au monde, le premier ou le deuxième. Bah, ils ont mis sur leurs 330 bateaux, ils ont mis Starlink. Les porte-containers et tout. Je crois aussi qu'il y a le plus gros opérateur, juste le plus gros armateur au monde qui a 700 bateaux, qui eux ont passé commande pour tous leurs bateaux. Donc on a des milliers de bateaux aujourd'hui qui sont en Starlink. Donc comprenez, si quelqu'un vous dit que la technologie n'est pas fonctionnelle, ricanez doucement et laissez-le dans ses délires, d'accord? Les avions, on a aussi un Starlink aérien. Starlink aérien est encore plus fonctionnel que sur mer. Il y a 2 jours, j'ai vu un mec faire une partie de Fortnite dans un avion d'Emirates. Vous comprenez? Il faisait une partie de Fortnite dans un avion d'Emirates. Parce que la compagnie Emirates a du Starlink dans tous ses avions. Le mec faisait une partie de Fortnite. Et il se marrait. Il disait putain mais c'est génial, ça fonctionne super bien. Il faisait du Fortnite à bord d'un avion. On a aussi souvent vu Elon Musk jouer à bord de son jet privé. Et Air France. Alors, figure-toi que Air France va être une des premières compagnies européennes à avoir Starlink. Ils ont passé un contrat il y a quelques mois avec Starlink. On a United Airlines, la plus grosse compagnie des États-Unis, qui eux aussi vont équiper tous leurs avions de Starlink. Ça a commencé là, les premiers avions ont été équipés la semaine dernière. On a 500 avions aujourd'hui, ils estiment que fin 2025, on aura plus de 1000 avions équipés en Starlink. Comprenez que si votre concurrent prend Starlink, et Starlink, le management de Starlink demande aux compagnies que ce soit gratuit. Que les gens ne payent pas pour Starlink, d'accord? Et aujourd'hui, il faut avoir Starlink. Donc si votre concurrent a Starlink, vous devez prendre Starlink. Parce que c'est trop important. C'est un produit de base de l'internet haut débit. C'est même pas un truc de luxe, quoi. Et voilà. Sert uniquement aux passagers. Ça sert à tout le monde, mec. Ça sert à tout le monde. Il y a Hawaii Airlines qui fait forcément des vols avec Hawaï, États-Unis. Hawaii Airlines, ils ont 1000 Starlink sur les avions. Et les mecs, tous les gens qui prennent l'avion, ils envoient les speed tests. Vous savez que sur Twitter, vous avez les gens qui envoient leurs speed tests. On teste Starlink. Et vous voyez les speed tests sur le Pacifique, quoi. Et les mecs sont à 100, 150 avec 32 ping dessus le Pacifique. À 12 000 mètres d'altitude. Et on parle même pas du militaire et des applications militaires de ça. Là, je vous parle que du civil, de vous et moi qui prenons l'avion, et d'un coup, on allume le PC, et on peut streamer un film. On peut aller faire du World of Warcraft. Vous pouvez même mater vos hentai préférés. Voilà, je connais le chat. C'est une technologie assez incroyable. Donc ouais, vous avez même les militaires étrangers. On va commencer à parler des problèmes, d'accord? Regardez ça, c'est les gardes-côtes japonais. Les gardes-côtes japonais ont adopté Starlink sur plusieurs de leurs bateaux pour, entre autres, inciter la jeunesse japonaise à s'engager, parce que quand vous êtes sur un bateau, vous n'avez pas Internet au débit, et les gens peuvent déprimer, loin de chez eux et tout, et les Japonais se sont rendus compte que mettre de l'Internet au débit permettait de monter le moral de l'équipage, et vous avez les gardes-côtes japonais qui ont, entre autres, équipé certains de leurs bateaux de Starlink. Quid sécurité dans l'avion. Hack, quoi et tu vas faire quoi tu vas pirater le compte League of Legends du mec en hackant. Non mais, je veux dire, ok, tu hacks Starlink, c'est très dur d'hacker Starlink, les Russes essaient depuis des années en Ukraine, avec pas beaucoup de succès. Tu vas faire quoi avec ton... Tu vas hacker un modem avec des passagers dedans? Donc non, au niveau sécurité, enfin...
Il n'y a aucun intérêt à hacker de l'Ukrainien qui dirige des drones, oui, ou des communications ukrainiennes, oui. Mais hacker à l'avion de Pacific Airlines avec 10 mecs qui jouent à League of Legends ou qui streament du porn, je vois pas trop l'intérêt. Hein. Voilà. Le réseau est pas même dans l'avion, absolument. Donc ouais, on voit pas mal d'armées et compagnie. L'exemple, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, depuis le début du conflit, l'armée ukrainienne est totalement dépendante de Starlink. Moi je dis souvent, je vois beaucoup de gens qui disent oui, Musk, il est pro-russe et il est pro-Poutine. Fermez vos gueules. Si l'Ukraine est encore aujourd'hui dans ce conflit, c'est à 100% grâce à Starlink et à Musk, ok? S'il n'y avait pas Starlink pour faire toutes les communications de l'armée ukrainienne, leur foutue armée se serait effondrée il y a bien longtemps. D'accord? Ils utilisent Starlink pour tout, à tous les échelons du commandement et tout ça. C'est une organe vitale du commandement ukrainien pour faire passer les informations. Et c'est vrai que vous avez une dépendance, une gigantesque dépendance de Starlink au niveau militaire ukrainien. Ça pose un problème, puisque récemment, Starlink et Musk ne veulent pas que Starlink soit utilisé à des fins offensives, d'accord? Ils sont d'accord pour les communications et tout, et ils ont commencé à gueuler, Starlink a commencé à gueuler quand les Ukrainiens ont commencé à utiliser, à guider les drones et tout ça. Donc ils ont coupé Starlink sur les opérations offensives en cours, ils leur ont dit, pap, on vous a dit pas d'opération offensive, et ça a gueulé, Musk est pro-russe, comme je vous dis, il y a beaucoup d'hypocrisie, alors que bon, s'ils voulaient faire chier, ils pourraient tout couper et se barrer. Mais ça vous montre un problème, c'est que Starlink, c'est aussi du soft power. Vous êtes une armée en guerre et vous êtes dépendant pour votre communication d'une entité américaine qui ne dépend pas du Pentagone. Si Musk est mal luné, il peut dire bah, je les emmerde, les Ukrainiens, ils sont pas sympas avec moi, ils me chient dans les bottes, bah moi je coupe tout. Je rembourse tous leurs abonnements et je coupe tout. Et il peut le faire. Littéralement, il peut le faire. Si l'envie lui en prend, s'il estime que les Ukrainiens violent les conditions d'emploi, voilà. Mais en offensive, Starlink aurait pu être un co-belligérant. Les Russes ont fait beaucoup d'efforts depuis des années pour brouiller Starlink. D'ailleurs, le Pentagone a reconnu que les ingénieurs de Starlink sont des monstres parce qu'ils ont appris à faire de la guerre élec, alors qu'à la base, c'est pas des militaires, ils n'ont jamais été formés pour ça. Et Starlink en effet, les Russes considèrent Starlink comme des co-belligérants sur le terrain en Ukraine et s'attaquent aux infrastructures de Starlink. Voilà. Qu'ils le fassent bon sang. Écoute, ça c'est ton opinion. Je peux te dire que dans le chat, certains n'auront pas ton opinion, voilà. Mais ouais. Mais ça vous montre le problème. C'est que la technologie est certes fonctionnelle, mais à quel moment est-ce que vous équipez votre armée d'un système et que vous dépendez entièrement de ce système, mais ce système, vous ne le contrôlez pas. Ça me rappelle tous ces gens qui achètent des F-35 ou de l'équipement américain sans se rappeler que les Américains peuvent couper ces équipements. Le F-35, il peut être coupé, éteint par les Américains à distance si les Américains estiment que vous utilisez mal cet équipement. Il y a un peu la même chose là, vous voyez? Ça pose un énorme problème de soft power, de projection de ce pouvoir géopolitique. Et on se retrouve dans des situations un petit peu compliquées, vous voyez? C'est du soft power américain, Starlink. Mais c'est du soft power américain. Alors là, pour le coup, Musk est plutôt aligné avec l'armée américaine et ça bosse ensemble et tout ça, ça s'entend bien. Mais imaginez si Musk ne s'entendait pas du tout avec le Pentagone, on aurait peut-être des problèmes. Voilà. Donc il faut savoir que ça existe et que ça pose problème. D'ailleurs, les Européens ont lancé Iris 2, donc on va reparler de la constellation européenne, après les événements en Ukraine, où ils se sont rendus compte avec effroi à quel point l'armée ukrainienne était dépendante de Starlink. Et on n'avait rien à offrir, on n'avait absolument rien à offrir, autre que Starlink. Moi j'ai souvent dit aux gens qui gueulaient sur Starlink, bah s'ils sont pas contents, ils ont qu'à prendre autre chose. Ah ouais, mais il n'y a rien d'autre. Terrible, hein? Donc ouais, très intéressant, d'accord? Donc il faut pas oublier que c'est pas juste du pognon et du business, vous avez aussi de la géostratégie et du soft power dans le bordel. Donc les Ukrainiens, comme dit, c'est des cas assez uniques où on découvre que la technologie, d'un coup, merde quoi.
Ah, ils étaient un peu salés, les Ukrainiens, hein. Mais ça existe. Et vous pouvez voir, par exemple, que les Japonais n'ont pas équipé leur armée. Leur armée de façon tactico-opérationnelle. Ils ont mis des connexions Internet secondaires pour les équipages. Donc si on coupe ça, ça pose aucun problème pour le fonctionnement du bateau et tout ça. Vous voyez? Donc les Japonais sont pas cons. Ils ont pas intégré Starlink comme un moyen indispensable de fonctionnement. Voilà. Par exemple, l'US Navy aujourd'hui, ça va être l'année prochaine sûrement 300 bateaux de l'US Navy qui vont être équipés de Starlink. Mais là, ça sera sûrement du Starshield, la version militaire. Voilà. Donc, je vais vous trouver un petit article intéressant sur le sujet. On va couper ça. Donc ouais, vous pouvez voir qu'au niveau militaire, ça pose problème. C'est que Starlink n'a jamais été construit à des fins militaires. D'accord? Musk, il a toujours dit, moi, c'est pour amener de l'Internet à tout le monde. Que ce soit à tous les gens qui n'ont pas accès, qui ont un peu de pognon, qui veulent de l'Internet. Voilà, moi, j'amène de l'Internet. Et forcément, ça s'est retrouvé pris dans des affaires militaires. Et le Pentagone s'est rendu compte que on ne pouvait pas laisser quelque chose d'aussi important. Parce que vous avez vu que c'est important en Ukraine, Starlink, je l'ai dit. Vous ne pouvez pas laisser quelque chose d'aussi important dans les mains d'une compagnie privée. Ça fout la merde. Bah ouais, vous pouvez pas... si Musk il est pas content, bah il est pas content. Ou si Starlink estime que les Ukrainiens violent les conditions d'emploi, on coupe et tout. Donc même le Pentagone ne peut pas être dépendant d'une compagnie privée pour quelque chose d'aussi important. Donc le Pentagone a passé commande à SpaceX de sa propre constellation. On l'appelle Starshield. Donc c'est pas de la science-fiction. Il déploie en moyenne un vol Starshield tous les 2 semaines. Donc Starshield, c'est la nouvelle constellation du Pentagone. Alors voilà, un article comme toujours un peu à charge. Le SpaceX de Musk est en train de construire une nouvelle constellation de satellites espions pour les agences du renseignement américain, nous dit une source. Le nouveau réseau de SpaceX, donc plusieurs centaines de satellites espions, tout cela est un contrat classifié à plusieurs milliards de dollars. Je crois qu'on est à presque 2 milliards de dollars pour le contrat, pour les premières phases du contrat. Démontre les liens extrêmement forts entre l'entrepreneur milliardaire et Musk, bah ouais. Généralement, quand les articles à charge, vous allez avoir le nom de Musk partout, d'accord? Je trouve ça drôle. Donc Musk a plus de poids que toute la diplomatie européenne? Ouais, je pense que oui, sans aucun doute. Surtout en termes d'influence. En Europe, Musk a plus d'influence avec Twitter et X que la diplomatie européenne. Sans aucun doute. Donc ce réseau, cette constellation, est en train d'être construite par SpaceX. Donc elle s'appelle Starshield. Voilà, vous avez le montant. 1,8 milliard de dollars, signé en 2021 avec le NRO. Le NRO, c'est toute l'agence du renseignement américain qui gère les satellites espions. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais vous le simplifier. Mais pour faire simple, notre Starlink qu'on connaît, c'est uniquement de l'Internet. Là, ça va être pire qu'Internet. Ça va être de l'Internet, mais ça va être multitâche. Ça va être aussi de l'observation. Imaginez le rêve des militaires d'avoir une caméra permanente qui filme toujours le même point. Aujourd'hui, la faiblesse des satellites militaires de renseignement, c'est qu'ils peuvent être disponibles que pendant un court moment à un point. Bah là, le Pentagone a demandé, avec Starshield, prenez-nous des photos du même endroit en permanence. Bah, donc, rappelez-vous, constellation en orbite basse. Il y a un satellite, 1 minute. Il y en a un autre qui arrive, 1 minute, 1 minute. Si vous mettez une caméra sur tous les satellites, vous pouvez voir en temps réel, en permanence, le même point. Il y avait un mec, un gars du Pentagone, des Space Force, qui avait simplement dit, à propos de Starshield, ils ne pourront plus se cacher. C'est terrifiant, hein. C'est terrifiant le potentiel de Starshield. Mais on ne connaît pas bien l'architecture de Starshield, vous pouvez vous en douter, c'est un programme qui est particulièrement secret. Mais dites-vous que ça existe, et comme je dis, il n'y a rien de science-fiction dans tout ce que je vous dis là, d'accord? Tout ce que je vous dis là est factuellement vrai, facile à corroborer. Voilà, d'accord? Ça existe. Ça existe. Et c'est vrai que la technologie est en train de faire un bond assez folle dans ce domaine. Vous rajoutez des IA derrière pour trier les informations. Et ça fait beaucoup à assimiler quand on découvre le sujet. Donc ouais. Donc Starlink, ils sont pas malheureux. Dites-vous qu'ils ont aussi lancé, quelqu'un me demandait, est-ce qu'il y a des abonnements téléphone? Bah dites-vous que Starlink est en partenariat avec pas mal de monde et de grosses compagnies, entre autres
pour, dans les zones blanches, votre téléphone fonctionne. Pour envoyer des emails, des SMS. Donc là, vous avez... Ça, c'était, je crois, hier. Aujourd'hui, donc ils appellent ça Direct to Cell. Donc c'est directement le satellite qui chope votre téléphone. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il n'y a pas de réseau, les mecs. Le satellite chope, grâce à votre... Si vous avez le bon opérateur, il chope votre téléphone depuis l'espace. Et ils appellent ça Direct to Cell. Et là, ça a été un test au Pérou, dans la région désertique de Quilcua, dans le désert de Quilcua, Pérou, avec la compagnie Télécom Entel, qui ont conduit un test réussi, avec un message qui a été envoyé au quartier général du ministère des Transports à Lima, via, justement, un Direct to Cell, depuis un coin totalement reculé du Pérou. Donc Pérou est parmi les 10 pays au monde. C'est une technologie qui vient d'arriver, hein. Elle est toute récente. C'est les 10 pays au monde qui utilisent le Direct to Cell. Les 10 autres pays, je crois qu'on a la Nouvelle-Zélande, le Japon... j'ai pas la liste. Mais le Japon, il y a même pas un mois sorti de nulle part. La Nouvelle-Zélande, c'était il y a quelques mois. Les États-Unis maintenant. Et voilà. Il n'y a pas d'antenne. Mec, il n'y a pas d'antenne. La technologie est folle. La technologie est totalement folle. Starlink détecte le téléphone et littéralement t'envoie un SMS et ça part, plutôt que de passer par un réseau standard, ça passe par Starlink qui l'envoie après à ton destinataire en passant par du vrai réseau. C'est totalement fou. La technologie est folle et et ça fonctionne. Ça fonctionne superbement bien. Ça transmet comment en radio? Écoute, je t'invite à aller sur YouTube. Il y a des gens qui expliquent très très bien comment fonctionne la technologie Starlink et aussi le Direct to Cell. Ok, on va pas rentrer dans le détail technique, mais comme je vous dis, la technologie est fonctionnelle. C'est incroyablement fonctionnel. Donc c'est le rêve pour les services de sécurité en montagne, dans les zones blanches. Vous arrivez, vous envoyez des SMS, clac, 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 vous avez toutes les infos qui circulent. Le potentiel est absolument énorme. Voilà. Le potentiel est absolument énorme. Et donc SpaceX et Starlink continuent de s'incruster. Il n'y a pas de concurrent. Rappelez-vous, superbe produit, excellente technologie et un marché gigantesque. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui à quel point il n'y a tellement pas de connectivité à certains endroits avec des gens. Et en plus, il n'y a pas de concurrence. Donc voilà où en est aujourd'hui Starlink. Je pense que... Alors, ils ne sont pas cotés en bourse, mais je pense que Starlink va devenir, dans les 2-3 prochaines années, sûrement en termes de valeur ajoutée, une des plus grosses compagnies au monde en termes de valeur ajoutée. Déjà, aujourd'hui, SpaceX n'a aucun problème à lever de l'argent via Starlink, tellement le potentiel est absolument énorme. Voilà. Peut-on piloter un essaim de drone directement via Starlink? Oui. Mais Starlink ne veut pas que tu le fasses. Problématique, hein? Starlink ne veut pas que tu le fasses, hein? Bon. Ouais, mais la concurrence, elle fait quoi? Vous pouvez vous en douter. C'est Elon Musk, c'est des milliardaires. Musk, il veut de l'argent pour Starship, pour le programme Starship, mais on n'est pas là pour parler de Starship. Starlink n'est pas une fin. Starlink n'est rien d'autre qu'un outil pour générer du pognon qui est réinjecté dans SpaceX. Et les projets de SpaceX, de Elon Musk. On n'est pas là pour parler de ça. Ça, c'est pour la minute spatiale. Il y a de l'argent à se faire. Quand il y a de l'argent, il y a de la concurrence. Et surtout, regardez, très intéressant. Je vais vous remettre la carte. Est-ce que... Non... Vous noterez qu'il y a des pays qui refusent Starlink. Étonnant, hein, les pays qui ne veulent pas d'Elon Musk, qui ne veulent pas de Twitter. Hein, l'Europe... Ah non, l'Europe, c'est vrai qu'ils essaient de ban Twitter, mais ils n'y arrivent pas trop. La Russie, la Chine, la Corée du Nord, il n'en a pas lancé 8, il en a lancé 27. Et c'est le premier tir. L'Iran, l'Afghanistan. C'est vrai qu'on a quand même des gros pays, dont surtout la Chine, qui refusent encore. Et eux ont dit on ne veut pas de Starlink. On peut comprendre pourquoi. Parce que comprenez que Starlink, vous ne pouvez pas contrôler les flux. C'est-à-dire que si vous acceptez Starlink sur votre sol, vous ne pourrez pas contrôler l'Internet qui circule. Et on sait que des pays un peu voilà, autoritaires veulent contrôler l'Internet, veulent contrôler les flux d'Internet. Donc vous pouvez vous en douter, la Chine ne veut surtout pas avoir Starlink sur son sol. Pourtant,
La Chine, on va reparler de la Chine. Attendez. Non, non. Il y a plus de 200 millions de Chinois qui n'ont pas accès à Internet. Alors, nous, on est habitués à voir les images de la Chine côtière, d'accord? La gigatech, les villes incroyables et tout. Ça, c'est la côte, les mecs. Plus vous rentrez dans la profondeur du territoire chinois, plus vous avez des problèmes d'accès à l'Internet, à la téléphonie. C'est comme partout. Et on a... ouais, 370 millions, voilà. Plus vous allez dans les... C'est un grand pays, la Chine, avec parfois des difficultés d'accès. Je vous parle le Tibet et compagnie. Le potentiel de Starlink en Chine est gigantesque. Surtout avec le pays qui est parfois géographiquement extrêmement difficile au niveau logistique. Mais les Chinois, pour des raisons logiques, ne veulent pas de Starlink. Pourtant, ils font partie d'un... C'est un pays où il y aurait un marché énorme. Bah, vous savez quoi? Les Chinois, ils sont pas cons. Les Chinois, ils sont pas cons. Ils ont aussi une industrie aérospatiale qui est la plus prolifique au monde après SpaceX. Ouais, SpaceX et la Chine sont les deux entités sur le toit du monde aujourd'hui. Et les Chinois, bah, ils ont compris l'intérêt. Ils ont vu que la technologie de Starlink est fonctionnelle. Et depuis environ 1 an, ça bosse. Ça bosse dur. Et les Chinois ont commencé à déployer non pas une, mais 2 constellations simultanément. Donc, accrochez-vous. Ça, c'était la constellation... C'est la constellation des 1000 voiles, Canfeng. Eux aussi ont prévu dans les 15 000 satellites. Ils ont tiré la première fois le 6 août 2024. C'était il n'y a pas longtemps. Et regardez la cadence de tir. Août, octobre, décembre, janvier, mars. Et ils ont commencé à déployer eux aussi pourquoi 2 d'ailleurs? Seulement pour des usages différents. Sans aucun doute qu'on doit avoir un espèce de Starshield pour les militaires et un espèce de Starlink, un Starlink chinois pour la population civile. Emplois différents, je suspecte, même s'il y a beaucoup de doutes et de questions sur le sujet. Donc les Chinois ont commencé à déployer leur première grande constellation, les 1000 voiles, comme on l'appelle, Canfeng. Et aussi, c'était il y a quelques jours de cela. Hop là, on va aller voir. Ils ont commencé à déployer leur deuxième constellation, qui est Guangfang. Guangfang, dont on ne sait pas grand-chose. Guowang, pardon. Guowang, donc ils ont tiré, on a eu 2 vols. Le premier vol, 15 décembre 2024, et on a eu le deuxième vol, ou troisième vol, il y a quelques jours de cela. Malheureusement, les conditions météo étaient dégueulasses, on n'a pas vu. Donc en plus, ils tirent avec la plus grosse fusée chinoise, la Long March 5B, un véritable monstre. Et c'est vrai que les Chinois ont commencé le déploiement de 2 méga constellations. À voir s'ils vont être capables de tenir le rythme. Vous avez vu que SpaceX a la chance d'avoir une logistique de lancement totalement folle. Les Chinois, eux, ne récupèrent pas les boosters. Ils vont commencer à récupérer les boosters en 2025. Ça va leur permettre d'augmenter leur cadence de tir. Mais les Chinois ont beaucoup d'ambition. Donc le lancement de Guowang soulève beaucoup de questions autour de la transparence, autour de l'usage du satellite et de la constellation. La Chine a lancé ses premiers satellites de la constellation Guowang. Mais un voile de secret pèse sur son rôle et ses capacités, posant plus de questions que de réponses. La Chine a lancé les 10 premiers satellites de Guowang, la méga national net, le filet national, le 16 décembre en utilisant une longue marche 5B. Donc ça, c'est obsolète, hein, puisqu'ils ont déjà retiré, il y a 2 semaines ou 3 semaines de ça encore. Voilà. Pas grand-chose, on ne sait pas grand-chose à propos de ces satellites. Même leur désignation... mais comme on ne sait rien, hein, pour faire simple, on ne sait rien sur la constellation chinoise. La masse et la taille des satellites est inconnue, ce qui est le contraste avec l'autre constellation que je vous ai parlé, Canfeng, les 1000 voiles, qu'on appelle G60 Starlink. Voilà, on les appelle carrément G60 Starlink. Et puisque eux ressemblent énormément justement au Starlink, par contre, les 10 satellites de la nouvelle constellation Guowang, on ne sait pas à quoi ils vont servir. Voilà. C'est possible qu'ils aient été construits pour des tâches autres que l'Internet. Ou alors, ils vont avoir l'Internet avec eux, dit Victoria Sampson, directrice en chef de tout ce qui touche la sécurité de l'espace et la stabilité, blablabla. Ah, non, carry reconnaissance. Ouais, comme je vous dis, c'est aussi l'Ukraine
Vous vous rappelez que je vous ai parlé de la guerre en Ukraine? La guerre en Ukraine et l'usage de Starlink a été un coup dans la gueule pour tout le monde. Pour les Chinois, pour les Européens. On s'est rendu compte à quel point les infrastructures de communication étaient vulnérables. Et tout le monde est rentré là-dedans. Donc là, les Chinois, comme tout le monde, c'est en 2 ans, les Chinois ont planifié, préparé et commencent les lancements maintenant. En Europe, on a aussi commencé. On n'a même pas encore décidé en Europe qui allait construire les satellites. Déconnez pas, je déconne pas. C'est sorti que hier qu'ils allaient commencer à décider de qui allait construire les satellites. Les Chinois, en 2 ans, ont commencé les lancements de leurs 2 constellations. Voilà. 2 mondes différents. Mais je le répète encore, les Européens ont 15, 20, 30 ans de retard aujourd'hui sur la Chine et les États-Unis, entre autres SpaceX. Donc très intéressant de voir je vous invite à aller voir Space News, hein, ils ont d'excellents articles, voilà. Alors le manque de transparence pourrait aussi avoir des conséquences sur le trafic spatial. Mais n'oubliez pas que tous ces satellites, ils vont être quasiment à des altitudes similaires d'orbite basse. Donc on va avoir les 15 000 satellites de Starlink, les 15 000 satellites des 1000 voiles, les 15 000 satellites de Guowang, et on va avoir aussi les 15 000 satellites de Kuiper. Eh, ça commence à être un peu le bordel là-haut, hein. Ça commence à être un peu le bordel là-haut. Et là, c'est ce qu'ils disent, c'est que le manque de transparence autour des performances des satellites inquiète le management du trafic spatial avec toutes ces constellations qui vont être mises très rapidement en orbite sans concertation. Voilà. Et maintenant que la Chine est s'est totalement mise à lancer 2 systèmes de constellations en même temps, ça serait peut-être une bonne idée que les militaires chinois et américains commencent à avoir des lignes de communication ouvertes pour s'assurer que tous les vols spatiaux se passent bien et de façon responsable. Ce qui est absolument un bon point. C'est vrai qu'à un moment, l'encombrement, cela va saturer. Alors il y a de la place là-haut, hein. Il y a vraiment beaucoup de place. Mais le problème existe. Et plus on va mettre des choses là-haut, plus va falloir être responsable sur... voilà, donc le problème, c'est aussi un problème. Je parlerai pas des astronomes parce que je m'en fous. Les astronomes chialent. Oh, Starlink. Écoutez les astronomes, vous n'êtes pas prêts pour les deux méga constellations chinoises qui arrivent. Starlink a fait énormément d'efforts pour limiter la luminosité des satellites. Les Chinois, ils en ont rien à péter de la luminosité des satellites. Vous n'êtes pas prêts. Donc ouais, les Chinois sont aussi pieds au plancher. Et ça commence à tirer. Et c'est pas que les Chinois. On va revenir aux États-Unis, puisqu'on va aller voir le concurrent direct de Starlink, puisque le 28 avril, c'était il y a même pas un mois de cela, Amazon, de Jeff Bezos, donc Jeff Bezos qui a aussi une compagnie spatiale qui s'appelle Blue Origin, Amazon a aussi dans les tiroirs un projet de constellation qu'ils appellent Kuiper. Et il s'avère que ils ont fait leur premier tir. Donc Kuiper, c'est le nom de la constellation d'Amazon, a aussi vocation à concurrencer directement Starlink. C'est son concurrent direct. Sauf que Blue Origin, ils n'ont pas beaucoup de fusées disponibles. Amazon a passé le plus gros contrat de l'histoire de l'aérospatiale il y a quasiment 3 ans de cela, en achetant toutes les fusées disponibles pour les 5 prochaines années en Occident. Ils ont acheté une quinzaine d'Ariane 6, ils ont acheté une quinzaine de New Glenn, de Vulcan, ils ont même acheté des Falcon 9. Le conseil d'administration d'Amazon a été attaqué par les actionnaires pour ne pas avoir pris des fusées pas chères de chez SpaceX. Donc tout le monde va tirer, dont Ariane Espace, tout le monde va récupérer les milliards de Amazon. Je crois que c'était un contrat à presque 15 ou 16 milliards de dollars, le plus gros contrat de l'histoire de l'aérospatiale, pour déployer la constellation Kuiper. Et le vol a eu lieu, comme je dis, le 28 avril. Donc c'était les 27 premiers satellites, de Kuiper. Dites-vous que le même jour, on a eu 2 Falcon 9 avec du Starlink, une Atlas 5 de ULA avec Kuiper et une Long March 5 avec Guowang. Le même jour, on a eu 3 compagnies qui ont déployé des satellites pour leurs 3 méga constellations. On est rentré de plein pied dans l'ère des constellations. Vous pouvez vous en douter, Starlink a un bon train d'avance, mais la concurrence arrive derrière. Et l'exemple chinois est extrêmement intéressant parce que vous avez le soft power qui va avec.
Rappelez-vous Starlink qui s'est... Peut-être que si Musk avait su que l'Ukraine allait être un tel pot de pu pour lui, il n'y serait pas allé. Mais Starlink, la Chine veut faire pareil qu'avec Starlink. La Chine a une énorme sphère d'influence, des alliés, et commencer à proposer peut-être de l'internet haut débit pourrait être vachement intéressant. Voilà. Donc c'est une giga tempête solaire et tout le monde repart à zéro. Ça, c'est encore un autre problème. C'est pas tant... Alors, c'est plus compliqué que ça. Je vais pas rentrer dans le détail. C'est plus compliqué que ça. Mais ouais, les tempêtes solaires, ça serait casse-couille. Surtout une très très grosse tempête solaire. Mais dis-toi que souvent, les satellites qu'on envoie là-haut sont extrêmement résilients, ont de la redondance et tout ça. Mais ouais, repartir à zéro, ça ferait un beau feu d'artifice. Hein. Donc ouais, comme je dis, il ne faut pas négliger l'aspect géopolitique de soft power. La Chine veut ses propres constellations pour simplement ne pas être dépendante de Starlink, amener de l'Internet sur son territoire et peut-être aussi proposer à ses alliés, à ses pions en Afrique, parce que la Chine a dégagé les Européens de la Chine, proposer de l'Internet haut débit pour être extrêmement intéressant dans le package des emprunts bancaires, des barrages, des trains et compagnie. C'est totalement du soft power. Donc ouais. Et on pourrait se poser la question, quid des Européens? Eh ben dites-vous que, n'oubliez pas, en Europe, on a une constellation. On a OneWeb. OneWeb avec ses 600 satellites, le parcours de combattant de OneWeb pour avoir été capable de déployer ça. OneWeb n'a pas vocation à être pour vous et moi, c'est plus pour des grosses compagnies, des États, des institutions, des groupes, comme je dis, des compagnies. C'est rare de voir des particuliers avec du matos OneWeb, même si on en voit parfois. Donc vous avez OneWeb, d'ailleurs SpaceX avait même tiré du OneWeb, ils étaient dans la merde OneWeb parce qu'ils tiraient avec les Russes, et après la guerre en Ukraine, vu que OneWeb était anglais, les Russes ont dit bah vous savez quoi, allez vous faire foutre, on arrête de tirer OneWeb, et c'était les Falcon 9 et les fusées indiennes qui avaient fini de mettre la constellation de OneWeb en orbite, ils avaient même fait faillite pendant le déploiement, enfin c'est une catastrophe OneWeb, mais aujourd'hui la technologie est fonctionnelle, et c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler de OneWeb, même s'ils ont des contrats, moi je les vois avoir des contrats avec des grosses sociétés, tout ça, mais c'est pas des concurrents de Starlink, d'accord? C'est pas des concurrents viables de Starlink. L'armée ukrainienne pourrait pas utiliser OneWeb parce que OneWeb n'a pas la flexibilité de Starlink d'aller sur le terrain, de déployer en 30 secondes une parabole et d'avoir de la connectivité directe. Qui rachètera OneWeb? Bah écoute, pour le moment, OneWeb c'est français, c'est Eutelsat. Eutelsat c'est français, et voilà. D'ailleurs, on a bien rigolé cette semaine. Regardez. Sur Twitter, vous avez pendant... C'était il y a quelques jours, pendant le pape, quand il y a eu l'annoncement du pape, le nouveau pape, là, Léon XIV, là. Et ils étaient extrêmement fiers. Regardez, il y avait Eutelsat qui avait dit « Nous sommes présents sur place, en orbite basse, afin de permettre aux gens de suivre en direct... l'annoncement avec le nouveau pape. Donc regardez un peu la taille du merdier. Hein. Vous comprenez pourquoi les soldats ukrainiens ils vont pas se balader avec cette merde là. C'est pas viable. Donc c'est vraiment destiné à un autre public que Starlink. Surtout comme je dis des grosses sociétés, tout ça. Ça a fait rire tout le monde parce que c'est un énorme but contre le courant. Vous voyez quoi d'autre sur la photo là? Ah, ils étaient pas très contents, Telsat, ils ont commencé à ban des gens et tout. Ah, mais voilà. Donc vous avez du Starlink. C'est pas que... Il y a des mecs qui se sont amusés à compter. Il y a 6 paraboles Starlink sur la photo. Non mais c'est pour vous dire, c'est les journalistes qui ont amené leur Starlink. OneWeb, là, machin. Peut-être qu'il y a un gros groupe de journalistes qui a fait du streaming. Et vous avez tous les petits journalistes qui étaient là pour envoyer leurs photos rapidement, directement avec leur petite connexion. Et là, tous les trucs rouges, ce sont des paraboles Starlink. C'est du Starlink de mecs qui étaient sur place pour faire de la connexion à haute vitesse. Peut-être qu'au Vatican, ils ont une connexion de mer, peut-être qu'il n'y avait pas de fibre, et tout ça. Et on avait... ça a fait rire tout le monde, un peu moins Eutelsat. Eutelsat n'était pas très content dans les commentaires, mais c'était très drôle. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a OneWeb, et la guerre en Ukraine, donc vous avez vu que la Chine
a embrayé aussi avec la guerre en Ukraine. En moins de 2 ans, les Chinois ont commencé à déployer leur constellation. Et ben... Les Européens, pareil. Les Européens, sous l'égide de Monsieur Breton, vous vous rappelez Thierry Breton, cet homme brillant, ce technocrate brillant, un génie, hein, compris, hein, bien sûr, jamais élu de quoi que ce soit. Mais fâché avec Starlink, fâché avec Musk, et sous l'égide de Monsieur Breton, l'Europe a lancé son propre projet de constellation, Iris 2. Iris 2 qui serait une constellation sûrement de 300 et quelques satellites pour 8 milliards d'euros. Écoutez, je suis des experts, des vrais experts, quand ils ont vu le prix de 8 milliards d'euros, ils se sont dit, mais attends, ça inclut pas les lancements, les 8 milliards d'euros? Mais... Voilà. Et bah, Iris 2 serait prévu pour rentrer en service en 2031. Ils en sont encore à décider, donc c'était il y a 3 ans, ils en sont encore à décider de quel industriel va construire. Mais c'est typique de l'Europe. Moi je pense que le programme sera abandonné à un moment, l'Europe toujours là en masse. C'est l'Europe. Tout est bureaucratique, technocratique. On peut dire ce qu'on veut des Chinois, mais les Chinois en moins de 3 ans, Iris 2, oh, je sais pas, Iris carré, je m'en fous. Je m'en fous. Alors Iris, pour ceux qui demandent, c'est pour... voilà, attendez, j'avais même un petit article, mais on va pas se le cacher que c'est tellement anecdotique, Iris 2. Hop là. L'Europe a signé le contrat pour Iris 2, donc ça c'est déjà obsolète, c'était le 16 décembre. Voilà pour... Oh là là, je me suis trompé les mecs. Presque 11 milliards d'euros. « 11 milliards d'euros pour 290 satellites. Ça rentrerait en service au plus tôt en 2031. On paye pour ça. Ouais, tu payes pour ça, mec. Écoutez ce que dit Andrius Cubilius. C'est quoi ce nom de merde? On dirait le nom d'un ceinturion romain qui s'est paumé sur des limaces du Rhin. Le commissaire à la défense et l'espace dans l'Union européenne, qui dit en effet que l'Europe a besoin de sa propre constellation. Nous sommes menacés. Nos communications sont menacées. En disant des exemples qu'en effet que les câbles sous-marins peuvent être coupés, ce qui est vrai, que les systèmes de navigation peuvent être brouillés par les Russes. Iris 2 nous donnera la capacité à nous connecter même dans un environnement hostile. Eh ouais les mecs, ce que fait Starlink. Vous vous rendez compte, les Européens ont découvert en Ukraine que Starlink existe, que Starlink est incroyablement fonctionnel. Et maintenant les Européens, parce qu'ils ne peuvent pas dépendre, à juste raison, ils ne peuvent pas dépendre de Elon Musk et de son réseau, eh ben, ils veulent leur propre constellation pour l'armée européenne, ou en tout cas pour les institutions européennes, d'accord hein, c'est totalement ça. C'est un Starlink pour la Commission européenne et les institutions européennes. Voilà. On va même pas rentrer dans le détail tellement c'est absurde. Tout dans ce projet est absurde en termes d'argent. La constellation il faudra 13 Ariane 6 pour les lancements. Oh là là, mais où ils vont trouver toutes ces Ariane alors qu'il faut déjà tirer Kuiper? Sans commentaire. Sans commentaire. Voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Hop là. Donc ouais, intéressant de voir que, comme je dis, Starlink, maintenant, la concurrence arrive. Mais Starlink a encore un boulevard. Parce que bah, la concurrence, elle n'est pas près d'être là. La concurrence, il faut qu'elle puisse tirer beaucoup. Kuiper, et je pense, Kuiper ne lancera aucune offre viable avant au moins 1 an et demi, je pense. Là, ils ont que 27 satellites. Il va leur falloir au moins 500-600 satellites pour être capable d'avoir une offre viable d'Internet. Et pendant ce temps, bah, vous voyez que Starlink a un boulevard. Personne ne va concurrencer Starlink. Les Chinois ne veulent même pas concurrencer Starlink. Les Chinois veulent de l'Internet pour eux et potentiellement pour leurs alliés et pour leurs armées. Ils ne sont pas intéressés à filer... peut-être que les Chinois pourront donner de l'Internet par satellite aux Européens. Hein, allez savoir. Mais voilà. Donc c'est intéressant de voir que on est de plein pied dans l'ère des constellations. Doivent être assez renouvelés assez souvent car ils sont bien pour au moins une décennie. Ouais, voire même moins qu'une décennie, ils sont aussi obsolètes. Hein.
SpaceX, on sait qu'ils ont déjà dû perdre 300 ou 400 satellites. Ce qui est énorme quand on y pense, tu sais, mais ils arrivent tellement à tirer rapidement beaucoup que c'est pas un problème de retirer des satellites. Regardez, je vous le remets, ils ont tiré 5 fois en 4 jours. Hein, ils ont tiré 5 fois en 4 jours. 136 satellites. Perdre 100 satellites ne représente pas grand-chose. Tu vas retirer. Donc dès que vous avez une cadence de tir suffisante, tirer n'est pas un problème. Et ça offre énormément de flexibilité autour des satellites vieillissants. Vous avez un satellite qui ne fonctionne plus, vous le balancez. Vous avez un satellite obsolète, vous le balancez. Et ça permet d'introduire tout le temps des nouvelles technologies. C'est à des années-lumière des vieux satellites géostationnaires dont je vous parlais au début, qui restent 30 ans en orbite, et tout ça. Ça changera quand la Chine aura sa propre Falcon 9. Ouais, et je pense que la Chine va commencer à récupérer ses boosters, pour les BRICS peut-être. Je pense que la Chine va commencer à récupérer ses boosters. Allez, Q3 2025, on va avoir les premières fusées chinoises renouvelables qui vont commencer à arriver. En tout cas, les premières tentatives vont arriver cet été, je pense. On a des fusées qui vont aller au pad. Voilà. Ça doit nécessiter de l'avance technologique permanente pour rester compétitif. Absolument. Et dites-vous que c'est que les balbutiements de Starlink. D'accord Là, on est à des années-lumière encore d'un Starlink ultra compétitif. Parce qu'on attend Starship et la nouvelle génération, les V3, qui vont être des plus gros satellites encore. Pourtant, les chiffres sont déjà déments. Les chiffres sont déments, mais je pense que ce n'est que le début. Ouais. On vit une époque incroyable quand même, hein. Qu'en pense le chat? On vit une époque incroyable. Tout n'est pas parfait. Mais quand vous voyez ça, vous vous dites bordel de merde. Ah, c'est vrai qu'on ne sait plus construire des cathédrales. On ne sait plus construire des cathédrales et tout. Mais on fait d'autres choses totalement démentes. Regardez ça. SpaceX qui tire 5 fois en 4 jours. Il récupère tous les boosters. Un booster qui a volé 28 fois. On met 7000 satellites en orbite. Partout, aux 4 coins du monde, vous sortez votre téléphone. Vous pouvez envoyer un message à qui vous voulez. Totalement fou. Totalement fou. Donc ouais. Donc si on vous parle des constellations et tout, dites-vous que c'est un enjeu financier et géostratégique et géopolitique majeur. D'accord? Écoutez pas les ayatollahs de l'écologie, de l'humanité, d'Arte, qui sont là à dire méchant Elon Musk. Bizarrement, quand c'est la Chine qui le fait, il ne bronche pas. Ou quand c'est l'Union Européenne qui le fait, il ne bronche pas. Personne ne force les gens à acheter Starlink, mais Starlink est une offre superbe en termes de technologie, et voilà. Et je vous cache pas qu'il y a tout le temps des cocus. Bah, les astronomes, ils vont aller chialer, on voit plus le ciel. Bah, écoute, tant pis mon gâté, hein. Moi, je préfère que des centaines de millions de personnes aient accès à Internet et que toi, tu vois plus le ciel en contrepartie, hein. Le monde est injuste, hein. Le monde est injuste. Donc ouais, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Et puis, si vous avez des commentaires ou des choses à rajouter, ou si vous n'êtes pas content avec ce que je dis, j'en ai un peu rien à foutre aussi, on va pas se cacher, hein. Mais vous pouvez rajouter des choses en dessous. Voilà. Bon, sur ce, je m'arrête là. Je vais aller faire du Terra Invicta. On va relancer un nouveau run avec Terra Invicta tout à l'heure. Et sinon, demain, je ferai sûrement du Company of Heroes, peut-être du Panzer Corps en début d'après-midi. Et c'est déjà pas mal. Bon, allez, sur ce, passez une bonne soirée, bonne fin de semaine. Peut-être à tout à l'heure ou dans les prochains jours.